Bienvenue, ce webinaire sur les Grands Lacs, avec ce soir comme invité Jean-Marcel Doriot. On ne le présente plus, un habitué des webinaires, le vice-président de l'ASL. L'Association pour la sauvegarde du Léman, en quelques mots, créée il y a maintenant 44 ans, une association franco-suisse comme le Léman, avec aujourd'hui une communauté de 4000 personnes qui nous suit financièrement, qui nous aide en tant que bénévole, une association à but non lucratif, reconnue d'utilité publique et surtout de référence scientifique, un des fondements qui fait partie de l'ADN de l'ASL. Que faisons-nous? Des actions sur le terrain, Net Léman, qui aura lieu notamment au mois de mai prochain, des informations, de la sensibilisation, notamment dans les classes, de la recherche, des enquêtes actuellement sur la problématique des microplastiques sur les berges du Léman, et puis la veille et le relais auprès des autorités qui nous permet de participer à l'élaboration des politiques publiques. Avec ce petit mot d'introduction, plutôt cette petite phrase d'introduction de François-Alphonse Forel, le fondateur de la limnologie, ici sur le Léman, qui disait qu'un lac, c'est une île d'eau au milieu des continents. Ce soir, on verra ces grandes îles d'eau au milieu des grands continents. Mais tout de suite, je vais passer la parole à Jean-Marcel, vice-président de l'ASL, membre du comité depuis 1986, pour se présenter. Jean-Marcel, bonsoir. Bonsoir. Oui, la photo, elle date un peu, hein. Depuis, j'ai un peu vieilli. Moi, j'ai été chercheur. Je me suis occupé de la question de la biogéochimie du phosphore pendant pas mal d'années. Maintenant, je suis en retraite, ce qui me permet de m'engager un peu plus à fond dans les questions de sauvegarde du Léman auprès de l'ASL. J'ai une formation plutôt en écologie du paysage. Et avec le temps, j'ai fini par apprendre beaucoup de choses sur cette merveilleuse machine qu'est le lac. En dehors des questions scientifiques et de la culture scientifique qui m'intéresse beaucoup, moi je suis un grand lecteur de littérature et je débute un peu, je suis débutant d'ornithologie, mais j'y prends beaucoup de plaisir. Et puis, si tu as mis une citation, eh bien, c'est ce que disait toujours mon père, ayant extrait ça d'un bouquin de Marcel Pagnol, qui disait à son fils: on perd jamais une occasion de s'instruire. Et je pense que on est tous dans cette situation. Voilà. Parfait. Merci Jean-Marcel. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Ce soir au programme, 3 grands chapitres. On verra qu'est-ce que c'est qu'un grand lac, qu'est-ce qu'on appelle un lac, un grand lac. Ils sont tous grands, tous différents. Et puis finalement, on discutera des services que nous rendent les lacs, à nous les êtres humains, mais à la nature de manière générale. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et voir ces particularités XXL de ces grands lacs. Jean-Marcel, la parole est à toi. Oui, j'ai mis XXL parce que... laisse la diapo d'avant, s'il te plaît, Adrien. Tu peux revenir sur la diapo précédente? J'y suis. Voilà, parce que c'est quand même une estampe présentant un lac au Japon, et il y a cette espèce de grande vague, et ça témoigne de la puissance que peuvent avoir ces grands lacs. Et donc, on peut se poser la question de savoir si c'est juste plus gros ou si ça a des propriétés particulières. Bon, on va essayer d'aborder cette question, mais avant de rentrer dans cette question, tu passes la diapo suivante, s'il te plaît. On va se demander, on va essayer de donner une définition à lac, tout simplement. Alors, c'est sûr que la définition que donnait Forel, c'était une masse d'eau de surface stagnante, sans communication avec la mer, située dans une dépression fermée. À cette définition, on rajoute désormais qu'il faut qu'il ait plus de 7 mètres de profondeur pour faire la différence avec les mares et avec les flaques. Parce qu'au-delà de 7 mètres, il commence à y avoir une organisation verticale avec une différenciation des fonctions entre le compartiment de surface, qui est de pleine eau, qu'on appelle pélagique, et le compartiment profond, benthique,
une différence de biodiversité, de fonction, la fonction photosynthétique dans le compartiment pélagique étant assurée par une biodiversité particulière qu'on réunit sous le terme de plancton végétal. Voilà, donc ça, c'est la définition de lacs. C'est là, il y a 117 millions de lacs comme ça, de plus grands, de 0,2 hectares. Pour le Grand Lac, il y a plusieurs écoles, mais il y a une école qui prend la définition à 100 km². Il y en a 1709 dans ce cas-là. Le Léman fait 582 km² et l'autre école, elle met la limite à 500 km². Vous comprenez bien que des différences de ce type de surface, il y a un côté forcément un petit peu arbitraire, mais on va voir le fondement après. Et ce qui fait que si on considère que 500 km², c'est une sorte de label premium de Grand Lac, eh bien, le Léman, il est toujours un grand lac, quelle que soit la catégorie retenue par l'école académique qui définit la notion de grand lac. Voilà. Et non, ceci dit, le Grand Lac, c'est quand même parmi les grands lacs du monde un petit grand lac. Même s'il est cher à notre cœur, c'est un petit grand lac. Attends, là, c'était juste pour qu'on regarde bien les lacs. Voilà. Alors, ces petits grands lacs, ils ont ces lacs, ils ont une particularité, c'est d'avoir une capacité importante de mouvement, de déplacement en masse de l'eau du lac, à la manière des courants marins, ce que n'ont pas les petits lacs. Pour que l'eau se déplace en masse, il faut qu'il y ait un effet de masse critique au-delà duquel ce type de mouvement et d'écoulement peuvent se produire. Alors, les mouvements et les écoulements ou les courants sont des courants latéraux. Ils peuvent être liés. Ils sont liés à un effet mécanique, ils sont en lien avec des coups de vent qui déséquilibrent la masse d'eau et provoquent ces courants qui rééquilibrent la distribution des masses à l'intérieur du lac. On a ici une image du Léman. Je vous dirai après pourquoi elle est colorée, vous le savez peut-être, pourquoi les courants sont colorés. Et sachant que l'autre élément qui va provoquer un déplacement latéral des masses d'eau, c'est la rotation de la Terre. Et ça aussi, il faut une masse critique pour que ce phénomène ait une dimension qui soit mesurable et qui se traduise par un vrai courant. Alors là, cette image satellite du Léman date je ne sais plus combien, de septembre 2021. Et à cette époque-là, il y a eu une fleur d'eau qui c'est-à-dire une efflorescence, une explosion d'algues microscopiques dont j'ai oublié le nom là sur le coup, et qui permettent de colorer un peu les mouvements de l'eau tellement la turbidité était importante à ce moment-là. Cette turbidité a duré à peu près 15 jours à 3 semaines, puis elle a disparu, fort heureusement. Donc, du fait de cette existence des courants latéraux, c'est pour ça qu'on considère que les lacs sont une sorte de modèle réduit des océans. Passe la suivante. Voilà. Alors, autre mouvement possible de cette eau, ce sont des mouvements, des courants et des mouvements verticaux. À ce moment-là, c'est des effets liés à des différences de densité de l'eau, la densité étant liée à la température et à la charge en suspension dans certains cas. Et c'est quelque chose qu'on voit particulièrement dans le cas des lacs profonds et qui a une importance particulière pour ces lacs profonds. Tout le monde sait que chaque hiver, on attend le grand brassage du Léman, c'est-à-dire ce grand courant qui va amener de l'oxygène en profondeur et remonter des nutriments qui se sont accumulés au fond du lac. Mais ces mouvements existent aussi pendant l'été. Il semblerait qu'on ait eu des remontées d'eau froide pendant cet été dans certaines plages au bord du Léman qui sont passées de 25 degrés à 15 degrés ou 17 degrés, je ne me souviens pas, en très peu de temps pour la plus grande surprise des baigneurs.
Alors, qu'ils soient verticaux ou qu'ils soient latéraux, tous ces courants, ils sont extrêmement importants pour l'écologie du système parce que c'est eux qui redistribuent l'oxygène et les nutriments dans la masse d'eau. C'est donc des clés pour l'écologie du lac. Suivante. Deuxième particularité liée à la masse d'eau importante qui caractérise les grands lacs, c'est la possibilité d'avoir des vagues, c'est des vraies vagues. Là aussi, il faut une masse d'eau minimum pour que ces vagues s'organisent et dépassent le stade de simple clapotis. Dans les grands lacs américains, on a des vagues qui peuvent monter jusqu'historiquement, enregistrées jusqu'à presque 10 mètres. Il est courant qu'on fasse du surf dans ces grands lacs et notamment dans le lac supérieur. Et évidemment, cette possibilité est associée à l'existence de tempêtes. Dans le cas des lacs américains, au début du XXe siècle, il y a eu une énorme tempête qui a coulé énormément de bateaux de la marine marchande et créé une espèce de petit crash économique local du fait de tout ce qui avait été perdu et qui était en train d'être transporté sur ces grands lacs qui sont une voie de communication extrêmement importante pour les États-Unis et le Canada. Suivant. On peut, voilà. Alors, le Léman a eu aussi son épisode de tempête ayant créé un problème important avec, si je me souviens bien, des décès, avec le naufrage du bateau Le Rhône en 1883, conjonction probablement d'une tempête et de brouillard. Voilà. Suivante. Généralement, on n'a quand même pas on a quand même quelque chose de beaucoup plus restreint sur le Léman. Bon, les creux de 2 mètres sont assez courants. Il y a eu aussi un accident, maintenant ça me revient en mémoire, dans les années 1965-68, du côté de Thonon, avec le naufrage de la Frédieu. Mais je ne sais pas dans quelle mesure cet accident est lié à une tempête. Suivante. Oui, vas-y, passe la suivante. En fait, il y a un décalage, Jean-Marcel, parce que Ah, excuse, je te ferai un signe avec le doigt. en plus, ils mettent du temps à s'afficher, je pense, chez toi. Mais voilà, C'est peut-être moi qui suis un peu lent vu l'endroit où je suis. Ouais, c'est pas impossible. pas de souci. Alors, ces vagues ces vagues, ces tempêtes, ces courants ont une puissance suffisante pour avoir un rôle extrêmement important dans le fonctionnement écologique du lac et dans la manière de créer des habitats diversifiés et relativement isolés. Ça dépend du lac, bien entendu, mais on peut les résumer en prenant la figure qui est ici. Les habitats qui dépendent et qui sont soumis à la puissance mécanique des vagues, c'est déjà le littoral. Le littoral qui est créé par les vagues, et c'est une particularité des lacs de taille et de masse d'eau suffisante, d'avoir un littoral qui est la production de mécanique du lac. Et dans le Léman, c'est tout à fait net avec les grèves, notamment de galets qui sont un peu partout, qui témoignent bien d'une énergie mécanique importante. Au-delà juste de cet aspect morphologique, il y a aussi un aspect écologique parce que finalement, cette manière de créer un littoral particulier, ça contrôle les échanges entre le lac et les systèmes terrestres qui constituent l'arrière-côte, chose qui n'est pas équivalente dans un lac de plus petite taille. Les aspects mécaniques, eh bien, ils modifient aussi, ils ont une influence sur le plancton, c'est-à-dire le plancton est sensible aux vagues.
il y a un effet de sélection en fonction de la violence des vagues par rapport aux espèces de plancton. Et par rapport à cette zone de surface du lac, des eaux de surface qui sont assez agitées, évidemment, la zone profonde apparaît comme une zone de calme et de sérénité. Donc, on a une espèce de très fort contraste entre les différents habitats qu'il y a en surface du lac et en profondeur. Et bien des espèces jouent sur ces différents habitats pour établir leur cycle biologique. Alors, aux échanges eau-atmosphère, terre-eau, il faut aussi ajouter ce changement en ce qui concerne les relations entre l'atmosphère et l'eau. Et ce type de changement se caractérise par une certaine stabilité des structures qui apparaissent. C'est pour ça qu'on a intitulé cette diapositive des milieux à inertie démultipliée. J'ai pris ici comme premier exemple de stabilité de ce milieu le phénomène saisonnier de stratification des grands lacs. Alors, sous l'effet du réchauffement des eaux, eh bien, les couches d'eau s'établissent les unes au-dessus des autres. Bon, les limnologues distinguent les pilimnions, le métallimnion, les lipolimnions. Et ces couches d'eau, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont une relative indépendance les unes par rapport aux autres. Ce qui fait qu'en période estivale, quand cette structure est établie et quand le lac est profond, elle est particulièrement stable, eh bien, les apports d'eau qui se font depuis le bassin versant ou les accidents aboutissant à des rejets de polluants ne vont pas se diluer dans l'ensemble du lac, mais juste dans un beaucoup plus petit volume réactionnel qui est situé en surface et qui est relativement indépendant des couches d'eau profondes. D'où toute l'importance qu'il faut apporter à la qualité des eaux en été et oula, tu vas trop vite. Et à la qualité des eaux en été et aux crues estivales qui sont pas diluées dans un énorme lac, mais dans un lac de beaucoup plus petite taille du fait de cette structure. Évidemment, cette organisation est rompue quand l'hiver est suffisamment froid et il se produit le brassage tant attendu. Évidemment, pour le Léman, par exemple, dans les eaux du fond, ont des temps de séjour beaucoup plus longs du fait de cette propriété, de cette organisation. Alors, l'inertie, l'effet de masse crée une inertie extrêmement importante qui se traduit sur des temps assez longs par des changements extrêmement longs du milieu et des trajectoires extrêmement longues qui prennent des décennies ou des siècles avant qu'on ait des changements d'état de ces grands lacs. Évidemment, ces changements d'état, ça peut aller dans le sens de la dégradation, elle met longtemps à s'installer, mais aussi de la restauration des lacs, on met très longtemps à restaurer la qualité des lacs, de ces grands lacs, du fait simplement de la taille de ceux-ci et de la masse d'eau à transformer. Mais cette situation n'empêche pas qu'il puisse apparaître des espèces de ruptures, c'est-à-dire des changements. On a l'impression que les changements se font extrêmement lentement, les paramètres évoluent extrêmement lentement, et tout d'un coup, il peut y avoir une rupture dans l'état du système, parce qu'en fait, il y a une combinaison entre ces temps de séjour longs qui permettent un cumul progressif des agresseurs et notamment des stress et notamment des polluants qui finalement, malgré la grande capacité de dilution et la résistance au changement du système, peuvent provoquer des ruptures relativement rapides. Alors évidemment, ces ruptures, c'est quelque chose qui est intéressant
d'autant que quand on met des polluants dans le lac, ils y sont pour très longtemps et ils vont avoir une action sur des tas de générations de la biodiversité avant éventuellement d'avoir tellement modifié le fonctionnement du système qu'il puisse se produire une rupture du type de ces explosions algales qui apparaissent dans beaucoup de ces grands lacs. Alors, cette intégration dans le temps est un problème, est une propriété extrêmement importante. Les grands lacs sont des intégrateurs environnementaux performants. Leur état dépend de ce qui s'est passé pendant un temps extrêmement long avant le moment où on l'observe. Oui. Mais donc dans des tas extrêmement longs. Ainsi, ça fait quelques années seulement, alors que le problème dure depuis plusieurs dizaines d'années, voire même plus, que les grands lacs américains commencent à souffrir avec des symptômes extrêmement ennuyeux de la pollution atmosphérique urbaine due à la circulation automobile dans les mégacités qui sont au bord d'eux. C'est le cas du lac Michigan, qui est considéré comme actuellement soumis à une menace majeure due à la pollution atmosphérique. Cette pollution atmosphérique, elle a mis des dizaines et des dizaines d'années avant de se manifester par un problème de stress au niveau de ce lac et de la biodiversité qui le constitue. L'intégration dans le temps, elle s'accompagne d'une sorte aussi d'intégration dans l'espace. Les stress sont intégrés sur des longues périodes, mais ils sont intégrés et les stress, ils résultent aussi d'une vaste surface qui alimente en eau le lac. C'est le bassin versant. Et ce bassin versant, là, on a le Léman avec ses 7000 km², si je me souviens bien, 7300 km². Vous connaissez tous la région. Vous voyez bien que dans une telle région, on additionne des tas de stress très différents. Et finalement, c'est un peu le développement général du système socio-économique et du territoire qui est intégré par le lac et qui est ressenti par le lac et traduit par le lac sous forme d'un état plus ou moins bon. Quand quand tout ce système était pas suffisamment assaini et produisait trop de phosphore, eh bien, c'est l'ensemble du bassin versant qui était en cause et qui a provoqué la transformation du lac, d'où cette particularité des lacs d'être des intégrateurs environnementaux, ce qui veut dire que ces lacs, la santé de ces lacs, ils nous annoncent, ils nous indiquent la santé de notre environnement avec des effets cumulés dans l'espace, à l'échelle du bassin versant et dans le temps, à l'échelle de plusieurs décennies. Et donc, c'est pour ça que c'est quelque chose de précieux pour indiquer dans quel environnement on se situe. Merci Jean-Marcel. Peut-être juste Tout rappeler que va. le bassin versant, hein, c'est cette zone rouge, mais c'est ce territoire au sein de laquelle toute l'eau qu'on va retrouver va un jour ou l'autre se déverser dans le lac et sortir vers un même exutoire, en l'occurrence à Genève par le Rhône, qui va ensuite continuer son chemin. On va Merci d'avoir donné cette précision, Adrien. C'est vrai que c'est parfois une notion qui n'est pas spontanée, le bassin versant. Donc, c'est bien le territoire qui alimente en eau et malheureusement, et heureusement avec plein d'autres choses, et malheureusement également avec des contaminants, le lac en eau. Voilà. Alors, peut-être qu'on en profite pour rajouter que nous, on a une chance absolument extraordinaire, c'est d'avoir une surface correspondant au moins à plus de la moitié du bassin versant qui est, on va dire, entre guillemets, naturel, c'est-à-dire des glaciers, des rochers, des forêts. Et ça produit de l'eau, grosso modo, sauf petit problème particulier, ça produit une eau
et de bonne qualité pour le lac. Et potentiellement, ça a un rôle important pour diluer des activités qui ne seraient pas à la hauteur de ce qu'il faudrait dans l'aval. Voilà. Évidemment, cette alimentation en eau dépend beaucoup de la neige et de la glace, et c'est bien toute l'inquiétude qu'on a avec le changement climatique. Et imaginez maintenant un autre bassin versant d'un autre grand lac, le plus grand, le Baïkal. C'est pas le plus grand, mais un des plus grands, en tout cas c'est le deuxième ou le troisième sur la liste. Eh bien, il a un bassin versant grand comme la France. Ah, alors évidemment, il y a d'énormes zones naturelles, mais il y a à la fois des zones agricoles, des zones industrielles au voisinage du lac. Eh bien, c'est le même effet. On a une intégration, mais là, on est en siècles et non plus en dizaines d'années, et on est en centaines de milliers de kilomètres carrés. Et donc, ça donne une idée presque à l'échelle. C'est comme si on avait un thermomètre qui mesurait une température de l'environnement, hein, à l'échelle continentale, quasiment. Nous, on est avec notre lac Léman, on n'est pas continental, mais on est quand même bien, on a quand même bien un indicateur de la qualité de notre environnement à l'échelle presque toute nord-alpine, quoi. Voilà. Merci Jean-Marcel. On va passer à notre Merci. deuxième sujet, voir du coup justement, ok, ils sont tous grands, mais ils sont tous différents. On a vu qu'ils avaient des particularités communes. Du coup, ces grands-là, qui sont tous grands, ils sont tous différents. Jean-Marcel, on t'écoute. Oui, alors, si on prend la définition au 100 km², on a 1709 cas particuliers. Si on considère chacun sa personnalité, en fonction physico-chimique, en fonction des roches, en fonction des circuits de l'eau dans le bassin versant, chacun son histoire. Il y en a que 17 000 ans, bon, c'est pas très vieux, il y en a qui ont plusieurs millions d'années. Donc là, il commence à se passer des choses en termes d'histoire naturelle beaucoup plus importantes et beaucoup plus intenses. Évidemment, en termes de géographie physique, de géographie de climat, de géographie humaine, et bien entendu, au total, également en termes de biodiversité. Donc, on a donc 1709 cas particuliers. Tu peux revenir, s'il te plaît, excuse-moi. J'ai bougé ma main, j'arrive pas à empêcher, il faut que je m'attache les mains parce que. Mhm. Euh, voilà. Donc, ils ont des origines extrêmement différentes. Le Léman est d'origine glaciaire. Il y a des lacs, des grands lacs qui sont d'origine tectonique. Euh, et donc, ils ont des mensurations qui sont chacun les siennes. En général, on considère le volume, donc la profondeur moyenne, la profondeur maximale, le temps de séjour. On ne prend pas tellement en compte la circonférence. Mais par contre, la circonférence, c'est intéressant pour les relations avec les activités humaines ou avec dans le cadre des échanges entre écosystèmes terrestres et aquatiques. C'est quelque chose d'important. La surface étant un autre paramètre extrêmement important, le volume indiquant une autre caractéristique. Alors, donc, ce Léman, il a des performances, on va dire, en termes qui le place quand même en termes de volume et de profondeur dans les relativement gros stocks d'eau de la planète. Vous avez de quoi nuancer ce jugement en regardant le côté des deux petites figures qui le comparent au lac Baïkal. Voilà. Suivante. Oui, j'ai déjà. Alors, oui, oui, là, tous ces lacs, ils ont aussi un âge. On en a déjà parlé un petit peu, 25 millions d'années pour le lac Baïkal et dizaines de milliers d'années pour les lacs glaciaires. Là, on a un petit schéma qui nous montre l'évolution peut-être un peu la trajectoire historique récente du Léman. Alors, c'est sûr qu'il a 17 000 ans. Il a commencé à avoir des hommes il y a à peu près 5 000 ans. Ensuite, les glaciers se sont remontés dans les montagnes.
Et peut-être que la grande rencontre avec l'humanité s'est faite en réalité au début du XXe siècle, avec le développement avec le développement de l'industrie et le développement urbain, qui ont été capables de mettre le lac sous pression de manière importante et peut-être définitive par rapport aux activités humaines. Il y a eu un peu, semble-t-il, quelques périodes où il y aurait eu un peu des surpêches aussi, d'après ce que j'ai entendu dans une conférence assez récente. Puis peut-être une période, si je me souviens bien avoir entendu aussi cette affirmation, je ne sais pas si c'est une hypothèse ou si c'est complètement validé, quelqu'un pourra peut-être nous le dire dans l'assistance, une période où finalement le Léman, qui n'alimentait pas vraiment beaucoup le Rhône, il était un peu fermé et il était un peu ce qu'on appelle avec un fonctionnement de lac un peu endoréique, c'est-à-dire avec une très faible sortie d'eau par une rivière. Ça, j'aimerais bien une confirmation de ça. Et éventuellement, si quelqu'un est au courant de ça. Sinon, effectivement, je n'ai pas encore eu le temps d'aller plus loin. Je me permets de t'interrompre, Jean-Marcel. Vas-y. Je sais que dans l'Assemblée, je crois que normalement, on a Walter Wildy qui pourra nous répondre à cette question. Il a fait du reste un webinaire à ce sujet. On a également Parfait. M. Corboul lors du dernier webinaire qui a traité de ce sujet, effectivement, du Léman, qui l'eau ne sortait plus du lac comme un petit lac fermé. Alors, ça, c'est d'autant plus intéressant, c'est que la conséquence de ça se manifestera probablement jusqu'en Camargue et se joue la dynamique de remontée du sel dans le delta de la Camargue en fonction du débit du Rhône. Je ne sais pas s'il y a une trace de cet impact, mais ça serait quelque chose d'intéressant à savoir. Donc voilà un peu la cartographie de tous de tous les lacs de la planète, sachant que ces grands lacs ont à peu près la même distribution, grosso modo, que l'ensemble des lacs, avec quand même beaucoup de lacs dans la partie de l'hémisphère nord de notre planète. Voilà, aussi encore quelques éléments de comparaison pour les lacs les plus gigantesques de notre planète, qui représentent à eux seuls des stocks d'eau douce qui peuvent atteindre un pourcentage non négligeable du total de la planète. Les grands lacs des États-Unis et du Canada représentent 20% de l'eau douce de la planète. Tu parles d'eau Et douce, l'ensemble la mer de Caspienne, l'eau douce. ça veut dire qu'un lac peut aussi avoir de l'eau salée? La définition de la mer Caspienne est représentée rentre dans la définition qui a été proposée au départ, mais il y a des lacs qui peuvent avoir de l'eau salée. Justement, ces lacs endoréiques, comme le lac Tchad ou la mer d'Aral, ont des salinités extrêmement élevées du fait de l'évaporation intense auquel ils sont soumis. Parfait. Maintenant, on a quelques belles images de différents lacs dans le monde, de grands lacs. Tu peux commenter, Jean-Marcel. Là, c'est juste pour montrer la diversité des paysages et la beauté de ces grands lacs. Lac Victoria, le lac Tanganyika, quand on regarde, moi j'y suis jamais allé personnellement, mais quand on regarde la- l'information disponible sur ce lac, ça donne vraiment envie d'aller voir ce fantastique grand lac très profond. Euh, Lac Titicaca et le lac Huron, lac Champlain. Le lac Champlain, c'est un lac intéressant. Il n'est pas beaucoup plus grand que Léman, mais il a une forme tellement tarabiscotée que, évidemment,
sa gestion est compliquée on comprend qu'en regardant, en comparant la manière de gérer des lacs dans des sociétés relativement équivalentes, ils sont très influencés par la forme du lac. Voilà. Le lac Victoria maintenant. Voilà, vous avez aussi des lacs qui sont dans des milieux très peu anthropisés. Voilà. Alors, le lac Victoria a attiré mon attention parce que, d'abord, il est énorme, il a un enjeu de pêche extrêmement important, il est au cœur d'une région extrêmement difficile au point de vue géopolitique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont ce lac attire les populations. Et on a un petit graphique sur la gauche où on a à la fois l'évolution des densités de population en Afrique et des densités de population autour du lac. Ça, c'est le côté, ces grands lacs, c'est des aimants pour le développement démographique et économique. Je pense que notre grand lac a eu ce rôle aussi d'aimant pour le développement économique régional. Merci Jean-Marcel. On va passer à la troisième partie. On l'a déjà un petit peu abordé, mais on va formaliser un petit peu cette liste des services que nous rend les Grands Lacs. Du coup, Jean-Marcel, parle-nous un petit peu de tous les services que nous rend le lac, à nous, êtres humains, mais également à tout le reste de la biodiversité. Oui, allons-y. Eh bien, évidemment, le premier service que rend le lac, c'est d'être un stock important d'eau. Évidemment, l'eau, c'est avant tout, on pense à l'eau potable. Je l'ai plus ou moins évoqué, mais les ressources d'eau douce mondiales sont pour l'essentiel dans les grands lacs. Et cette eau, elle sert aussi pour l'irrigation. Pour l'irrigation, on la transporte parfois assez loin. Moi, j'ai été frappé par le fait que il y avait que le lac Biwa alimentait Tokyo, quand même, ça fait plusieurs millions, 15 millions d'habitants, après un assez long parcours dans les tuyaux jusqu'à cet endroit. On avait même pensé un moment, si mes souvenirs sont exacts, euh, utiliser le lac Léman pour alimenter, alimenter les eaux de Versailles. Donc, j'imagine que là, l'aqueduc est romain. Et je ne sais pas si les Romains utilisaient l'eau des lacs, mais cette idée que l'eau va très loin et que les services rendus par les lacs vont bien au-delà du littoral est quelque chose d'assez important. Mais il y a un service aussi qui va avec cette question d'eau, c'est le réceptacle des eaux usées. Alors évidemment, nous, on n'y fait pas trop attention parce que quelque part, malgré tout, on a déjà un tellement bon système d'épuration, mais on a très peu de pays sur la planète où la situation est équivalente. Et il y a à peu près 80% des eaux qui sont rejetées dans le milieu naturel et qui ne sont pas traitées à la hauteur de ce qu'il faudrait. Et donc, évidemment, toute cette possibilité d'utiliser amoindrie par le fait que la qualité de l'eau est rarement à la hauteur des besoins, à la hauteur ne satisfait pas correctement les besoins. Évidemment, autre service, c'est la pêche. Chez nous, dans le cas du Léman, ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont actuellement le poisson et les pêcheurs, une espèce de baromètre du lac,
qui fait que dès que les pêcheurs sont pas trop contents parce que les poissons sont pas tout à fait à la hauteur de ce qui s'attend, de ce qu'on attend, on trouve des articles de presse concernant l'état du lac. Est-ce qu'il serait pas trop propre? Est-ce qu'il n'est pas à nouveau un peu sale? Ou est-ce qu'on a, voilà. Donc, je pense que la pêche, ça, évidemment, très important comme ici en Afrique, parce que c'est une source importante de revenus, de protéines. Et donc, mais c'est aussi une source de relation avec, c'est une relation avec le lac, avec la nature qui est extrêmement importante et qui probablement oriente beaucoup de comportements des personnes qui ne sont pas forcément pêcheurs. Les risques avec notamment dans le cas des lacs africains qui sont des énormes producteurs de poissons et donc une source de protéines cruciale. Je crois que la quantité de poissons pêchés, c'est à peu près 1 million de tonnes par an dans ces grands lacs. Eh bien, le risque, c'est évidemment d'arriver à une surpêche. Et quand on arrive à une surpêche, on introduit des espèces exotiques pour essayer d'avoir des poissons qui ont des croissances plus rapides et on déséquilibre complètement l'écosystème par cette pêche qui est devenue relativement industrielle malgré les images d'Épinal qui sont présentes dans les sites touristiques. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que le poisson n'est pas seulement une source de protéines, c'est aussi un régulateur de l'écosystème. Et quand on exploite trop fortement le poisson, on est capable de déséquilibrer l'écosystème et de favoriser des explosions algales indésirées notamment. Là, vous avez j'ai mis là les 3 affiches, celle de l'ASL pour les poissons du Léman, une vingtaine à peu près d'espèces, les lacs américains qui sont plus grands, mais qui sont un tout petit peu plus vieux, mais pas beaucoup plus. Eux, ils ont à peu près 45 espèces, 45 espèces de poissons total. Bon, là, il y en a quelques-unes, c'est celles qui sont pêchables. Et quand on regarde les affiches pour les lacs africains, là, on tombe sur des centaines d'espèces de poissons. Le lac Victoria, de mémoire, avait 450 espèces de poissons, dont toutes celles-ci sont pêchables et mis sur et cette affiche servant de publicité pour inciter les gens à aller à la pêche dans ces grands lacs, qui servent par ailleurs pour fournir les aquariums de beaucoup d'aquariophiles dans le monde entier. C'est vrai qu'il y a des poissons complètement extraordinaires. C'est parce que c'est des vieux lacs et que c'est des lacs de très grande taille et que donc l'évolution biologique a eu tout son temps et tout son espace pour se faire, avec une grande différence entre les habitats qui a permis à plein d'espèces spécialisées d'avoir de se développer dans ce contexte. Une des grandes prospectives pour ces lacs, c'est d'y faire de l'aquaculture, mais l'aquaculture, c'est pas toujours quelque chose de très positif pour la qualité des eaux. C'est pas forcément bio l'aquaculture. On utilise un petit peu des antibiotiques et on rejette quand même un flux de nutriments relativement important. Donc ça fait partie des atouts qu'il faut utiliser de manière raisonnable. Et évidemment, comme d'habitude, ça se traduit aussi par un risque quand on va au-delà de ce qui est possible, de ce qui est la capacité de charge de l'écosystème. Suivant. Autres services sont les services d'extraction de matières comme des graviers. Alors, il ne faut pas croire qu'on extrait ces graviers sans que c'est un impact environnemental. C'est un impact sur il peut être acceptable ou excessif. Ça dépend des lacs, ça dépend comment c'est géré. On parle beaucoup du sable qui est extrait en trop grande quantité également dans ces lacs. Et ça a une importance
pour le littoral, sa construction, mais aussi pour un certain nombre d'espèces qui ont besoin notamment de matières minérales très propres pour avoir un développement, pour que les œufs, pour établir leur frayère et pour que les œufs aient un bon développement. Euh, On parle mm, d'hydroélectrique. mm. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Hydroélectricité, c'est quelque chose d'assez général, un peu sur beaucoup de grands lacs de la planète. Aussi, quelque chose qui se développe, c'est l'hydrothermie. Donc, on est bien placé dans la région lémanique pour voir ce développement, sans compter les transports et la navigation. Donc, ça fait tout un ensemble de services matériels que rend le lac. Et ces services matériels s'accompagnent aussi de services récréatifs que vous connaissez tous, que ce soit la nage, la promenade sur les bords du lac. Voilà, donc là, les possibilités de transporter des gens ou du matériel, qui peut-être, dans le cadre de la transition écologique, est quelque chose d'assez important, puisque c'est quand même beaucoup moins consommateur de, c'est beaucoup moins consommateur de carburant. Évidemment, toutes ces fonctions n'ont de sens que si on effectue un assainissement de qualité euh, des eaux que l'on rejette au lac. On parlait des aspects culturels, artistiques aussi. Ouais. Donc, voilà, ça, c'est l'ensemble de ces services, l'ensemble des services matériels que rend le lac. Certains sont extrêmement fortement liés à la qualité de l'eau et de l'écosystème, d'autres un peu moins. Le transport ou l'extraction de granulats, même si ça a un impact sur la qualité de l'eau, ne demande pas à ce que le lac soit forcément d'une très haute qualité. Par contre, toutes les autres fonctions relatives à l'eau, aux poissons, etc., sont extrêmement intriquées avec la bonne qualité des eaux. On ne peut pas oublier les services culturels. C'est vrai que les lacs ont souvent inspiré une spiritualité aux gens qui habitent autour de ces grands plans d'eau mystérieux. Et la mythologie des lacs est extrêmement riche. Parlons aussi de tous ces développements artistiques et littéraires et de toutes ces possibilités d'expression artistique et spirituelles qui se font autour du lac. Pour preuve, c'est un peu cette image qui m'y fait penser, ce qui se passe chaque année à Évian avec les flottins, où on utilise le bois qu'on récupère sur les bords du lac pour faire des espèces de statues qu'on met partout dans la ville. Et c'est une tradition qui n'existait pas il y a 50 ans et qui a été remis au goût du jour ou, disons, rénové, remis au goût du jour et qui a vraiment eu une prise très forte, une emprise très forte maintenant sur le, la relation entre la population, au moins dans ce coin du lac, et le lac. Évidemment, le lac a une extrêmement grande importance sportive et créative. On est toujours content quand il y a un triathlon de pouvoir dire aux nageurs que si ils sont contents de nager l'épreuve de nage en eau libre du triathlon dans le lac, c'est quand même mieux d'avoir un lac aussi propre. Il y a les services scientifiques avec tout ce passionnant système qu'est le lac, plus toute la mémoire qu'il a de l'évolution de nos paysages et de nos écosystèmes. Donc, Et pour ceux qui se c'est demandent pour ça que j'ai.
semble Ah oui, lac à vas-y. 100 mètres de profondeur. Le fond du lac ressemble à ça. Et donc, sur la droite, vous avez une carotte sédimentaire dans lequel on peut, à partir de laquelle on peut retracer progressivement, retracer depuis sa naissance l'évolution du lac et des écosystèmes et de l'environnement dans lequel il se trouve. Donc là, on a parlé du coup des services que nous rend le Léman à nous, êtres humains, avec tout ce qu'on peut faire comme recherche dessus, mais on l'a dit, c'est aussi un réservoir de biodiversité. Oui, alors on va pas aborder l'aspect fonctionnel de la biodiversité. Il aurait mérité qu'on ne parle que de ça. Mais bon, bien entendu, il y a un aspect fonctionnel dans cette biodiversité. Il y a aussi un aspect patrimonial, et c'est celui-là sur lequel on va le plus insister. Voilà, le service euh, halte migratoire que rendent les Grands Lacs. Ici, ce sont des flamants roses. Le réservoir de diversité des poissons, extrêmement développé, avec des exemples fabuleux de diversification des espèces de poissons, comme je le citais tout à l'heure dans les lacs africains. Dans nos lacs, il y a un certain nombre de plantes à fleurs, qui constituent des herbiers, qui sont des zones extrêmement importantes, sur lesquelles on insiste toujours, parce que ce sont un peu les nurseries du lac. Voilà un mollusque, catégorie assez fréquente dans nos milieux aquatiques. Des petits crustacés, si je me souviens bien, voilà, des petits crustacés qui ont un rôle important dans la fragmentation de la matière organique, ce qui facilite grandement leur décomposition. Dans le plus petit, on a le plancton, phytoplancton. Je crois que dans le Léman, c'est 400 espèces. On est autour de 800 000 espèces dans les lacs, couramment dans les lacs de la planète. Et puis il y a le zooplancton, c'est ces tout petits crustacés qui ont un rôle important de filtreur et qui évitent l'explosion de la production planctonique, explosion qui, quand elle prend, quand elle n'est pas contrôlée, donne naissance à ces phénomènes qu'on a connus dans les années 80 qui s'appellent l'eutrophisation. Alors quand le lac est très... Oui, voilà, très bien. On, alors on voit dans cette photo, c'est de Daphnie, des petits œufs. C'est un animal assez particulier, assez passionnant pour les biologistes, mais les petits œufs sont intéressants parce qu'ils restent dans les sédiments, à certaines phases. Ces animaux sont capables de donner des œufs de longue durée qui restent dans les sédiments. Et il y a eu quelques travaux qui ont permis de montrer qui ont permis de faire germer, on va dire, ou de faire éclore ces œufs plusieurs centaines d'années après leur dépôt dans les sédiments, et de comparer les populations d'il y a 200 ans et leur performance par rapport aux différents stress environnementaux, avec notamment la pollution, par rapport aux stress environnementaux polluants que subissent les mêmes populations, les mêmes espèces actuellement. Donc voilà, c'est une espèce de remontée dans le temps assez intéressante qui permet d'évaluer notre influence sur le, le fonctionnement des espèces. Quand les lacs sont de grande taille, eh bien, les réseaux trophiques se compliquent et on a en général des mammifères au-dessus en dernier étage du réseau trophique, comme des super prédateurs. Et évidemment, en tant que super prédateurs et en étant au bout d'un réseau trophique très long, ils sont des super accumulateurs de polluants. Et souvent, ils ont des problèmes dans les régions où ces lacs subissent une pollution industrielle importante. Voilà. Il y a même des grands lacs africains qui ont aussi des hippopotames
comme hôtes habituels de leur, de leur écosystème, de leurs habitats. À nous, on a le castor. Et après, on peut retrouver À en... côté, Vas-y, Jean-Marcel. bah, vas-y. Hein. D'autres espèces présentes, on a un peu déjà tout le tableau de la zoologie est présent, hein, que ce soit des larves d'insectes, des serpents, des grenouilles, quelques-uns, et même des méduses dans le lac Léman. Pas beaucoup d'espèces, je crois que c'est 2 ou 3 espèces, mais de temps à autre, elles sont ramenées dans les labos en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui flotte dans le lac? Et tout ça, cette biodiversité, cette eau, euh, cette, euh, euh, cette qualité de vie, et peut-être même de survie dans certains cas pour d'autres pays que nous, eh bien, c'est gratuit, c'est service non compris. Hein. Si vous êtes allé au lac Léman récemment, vous allez au lac Léman, vous pouvez attraper un ombre chevalier, boire l'eau potable après, parce que voilà, vous avez admiré le bleu du lac, vous avez rencontré un harle-bièvre, et tout ça, c'est service non compris. Voilà. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement important à préserver. Ben, Jean-Marcel, merci beaucoup de nous avoir partagé ta science. C'est toujours un plaisir. Désolé pour les petits décalages dans l'image Ouais. et le son. Voilà, conclusion. Donc voilà, si tu as un mot de Bah, conclusion. j'ai un mot de conclusion. Je suis désolé pour les petites imperfections. En plus, on ne s'était pas trop bien coordonné. Donc, il y a eu quelques improvisations dont je m'excuse. Euh, Là, ce que je voudrais dire, euh, c'est que c'est 1709 Grands Lacs et c'est 1709 cadeaux de la nature. Et ça, c'est quand même important de le voir comme quelque chose de précieux. Euh, Nous qui sommes à côté d'un grand lac, on l'admire sans arrêt. On peut admirer sa puissance, ses vagues, etc. On peut admirer sa beauté ou sa complexité écologique. Enfin bref, c'est intarissable l'admiration qu'on peut avoir pour un grand lac. Mais à côté du fait que c'est des écosystèmes admirables, c'est aussi des ressources majeures. On a parlé de l'eau, on a parlé des protéines. C'est donc dans certains cas des ressources euh, pour la survie aussi. Nous, c'est une ressource pour la qualité de notre vie, mais il y a des endroits sur la planète où c'est des ressources pour la survie. Et donc, évidemment, il y a une espèce de décalage entre le relativement mauvais état général des lacs, des grands lacs de la planète dans les zones habitées. Nous, on est dans les quelques cas où c'est pas vrai ce que je dis. Et tout ce qu'on attend d'eux, et à quel point on va avoir besoin d'eux, à quel point c'est un atout dans une planète surchauffée dans le futur. Donc, il y a une discordance entre le besoin qu'on en a et le manque de soins général qu'on prend à ces lacs sur la planète. Et je redis encore une fois, on a de la chance, nous, c'est pas notre cas. Et l'enjeu, ça va donc être probablement de, je sais pas si ça va être faisable, mais ce serait d'exploiter raisonnablement ces écosystèmes, c'est-à-dire raisonnablement, ça veut dire à un niveau où l'écosystème il est capable de compenser les prélèvements qu'on lui fait et les pressions qu'on lui fait subir. C'est-à-dire on ne dépassera pas, il ne faut pas dépasser sa capacité de charge. Je ne suis pas sûr que ça sera partout le cas. Dans plein de cas, les écosystèmes sont déjà très abîmés. Je parlais du lac Victoria, il y a des endroits où vraiment c'est assez fortement dégradé, notamment à cause de l'eutrophisation. Et quand il va falloir les restaurer, ces immenses lacs, ça va être un coût absolument gigantesque. Parce que nous, si on a mis 30 ans, 40 ans, pour 50 ans, en gros une cinquantaine d'années, pour mettre les tuyaux d'égout, pour mettre la station d'épuration, etc. Et il y a plein d'endroits où il faut commencer par mettre les tuyaux d'égout et avant même de construire les stations d'épuration, il faut donc collecter les eaux usées et c'est probablement un problème gigantesque au niveau du coût. Enfin, en tous les cas, c'est quelque chose que très souvent
on entend quand il y a un économiste qui donne son point de vue sur les ressources correspondant au Grand Lac. Alors, notre Léman, c'est une chance inouïe, mais c'est pas une bulle en dehors de la planète, hein. Il est, comme les autres, soumis à des pressions, même si il a beaucoup d'atouts. Il a cette immense zone naturelle, son système d'assainissement, son ASL, sa chipelle. Tout ça, c'est quand même des super atouts qu'il n'y a pas partout. Quand on regarde ailleurs dans les grands lacs du monde. Et donc, il faut qu'on reste vigilant, prudent et un peu modeste, parce qu'on ne sait pas comment les dynamiques de ces grands écosystèmes, vers où elles nous conduisent. Voilà, je vous remercie de votre attention et je m'excuse pour le côté haché par moment de cette transmission. C'est les joies d'utiliser les outils modernes. En tous les cas, merci Jean-Marcel. Moi, je conclurai en disant dur d'être un grand lac. C'est autant de questions-réponses si vous en avez. Alors, j'en avais une au départ que j'avais mis quand je me suis enregistré et la présentation de Jean-Marcel, merci Jean-Marcel, m'en a donné une autre. C'est donc suite à la présentation de Jean-Marcel, quelle est l'influence du Rhône sur la vie du lac? On n'a pas beaucoup parlé du Rhône, par exemple, la circulation de l'eau froide, etc. Est-ce que c'est négligeable ou pas? Et la deuxième question que j'avais, et qui était la première initialement, est-ce qu'on a commencé à étudier l'impact de la disparition des glaciers sur le lac Léman? Est-ce qu'on a des idées sur ce qui va se passer? Est-ce que son niveau va baisser? Est-ce qu'il y a déjà des études et je crains des nouvelles pas très belles? Merci. Bon, pour la première question, Rhône-Amont. Le Rhône-Amont, bon, il lui faut 11 ans, en gros, hein, ou 10, entre 10 et 11 ans pour remplir le lac, hein. Donc, entre lui et la Drance, mais c'est surtout 80% de l'eau du Léman vient du Rhône, si je me souviens bien. Et pour l'essentiel, beaucoup de cette eau vient de la fonte des neiges et des glaces. Quand le lac est stratifié, comme c'est le cas en été, ben l'eau du Rhône, en fonction de sa densité, elle s'insère dans une couche ou dans une autre du lac. Il y a eu des travaux qui ont été faits là-dessus. Honnêtement, je ne suis pas capable de vous donner une synthèse. Je sais que par moment, il semble que le Rhône se comporte comme s'il glissait sur la couche de surface, et donc il va beaucoup plus loin que sa puissance normale. S'il venait, se mélanger au lac, il n'aurait pas cette possibilité d'aller si loin. Il y a un certain nombre d'événements où il y a eu des pollutions accidentelles qui montrent que dans certains cas, le transfert peut être assez rapide, assez loin de son embouchure, à cause de cette structure du lac, très stratifiée. Et c'est possible que dans le futur, avec le réchauffement, la stratification du lac soit encore plus stable qu'elle l'est actuellement. Et c'est quelque chose auquel il faut prêter attention parce qu'on ne peut plus raisonner comme si le Léman était un grand volume dans lequel on peut diluer un certain nombre de choses. Et les choses ont tendance à cause de cette compartimentation des eaux favorisée par le réchauffement de la température, à se concentrer sur des tout petits volumes où se passent les réactions et les impacts, de plus petits volumes que le lac lui-même. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement, mais voilà. Moi, c'est à peu près ce que je sais, ce que j'ai entendu. La deuxième question, c'était ah bah oui, alors là, il y a des travaux qui ont été faits. Moi, je me souviens c'est une conférence de Béniston sur les prévisions 2050 pour le Rhône. Je crois que c'est 2050. Il prévoit 2050-2070. On prévoit que le glacier du Rhône aura disparu. Ce qui veut dire que pendant l'été, ben, au lieu on aura moitié moins d'eau, pouvoir 3 fois moins d'eau qui vont être apportées au lac pendant l'été, avec un débit sur une année en moyenne qui va baisser du 30 à 40%. Je ne me rappelle pas le chiffre exact, mais la documentation est sûrement disponible si on fait la recherche, chose que j'ai pas faite avec précision.
Donc, ça, après, le niveau du Léman, il va dépendre de la manière dont à quel moment on le remplit, quel, euh, quel débit on met à l'exutoire, et s'il y a moins d'entrée. Et on pourra peut-être arriver quand même à maintenir un niveau élevé si on joue sur la possibilité d'ouvrir et de fermer les vannes à Genève. Mais il faut voir aussi le Rhône aval. Le Rhône aval, il y a une année, je crois pas, je me rappelle pas de l'année, mais ça fait l'objet d'un lémanique, hein. On avait regardé un peu ça dans la littérature, dans les documents administratifs et scientifiques disponibles. Une année où il y avait eu une fermeture, une fermeture à Genève des vannes pendant une période une période estivale, pendant une période où le débit du Rhône était relativement bas et très fortement entretenu par le lac Léman, puisque, en gros, quand le Rhône rentre en Camargue, en période d'étiage, je crois que c'est 40% de l'eau qui vient de l'ensemble Léman-Arve. Donc, c'est extrêmement important. Et tout d'un coup, il y avait 50 mètres cubes secondes en moins. Et 50 mètres cubes secondes en moins, ça a provoqué une baisse de la pression d'eau douce sur le delta de Camargue. Ça, évidemment, la centrale nucléaire de Bugey a tout de suite donné l'alerte, hein. Vous en doutez. La nappe phréatique à Lyon, il y a eu quelques petits soucis assez rapidement, mais il y avait ce souci qui, pour moi, enfin, cette conséquence qui, pour moi, était assez inattendue, auquel j'avais jamais pensé. Maintenant que ça a eu lieu, évidemment, on y pense, mais qui était le baisse de débit a fait remonter un peu de sel dans le delta de Camargue. Donc, on est dans de l'écologie continentale, et donc la question de baisser de la baisse du débit entrant pendant l'été et du niveau et la manière dont on va falloir réguler le lac pour quand même que les installations soient pas trop que le niveau soit pas trop bas pour qu'on ait toujours accès aux installations pendant l'été, ça va être forcément quelque chose qui va devoir se négocier et s'anticiper. Il faudrait surtout qu'on anticipe. C'est-à-dire que pour l'instant, comme il n'y a pas de problème, il faudrait qu'on réfléchisse bien à comment on va faire quand il y en aura un, s'il y en a un, ce qui sera probablement le cas quand même. Voilà. J'ai eu une réponse trop longue. C'est pas grave, on a encore pas mal de questions, donc c'est vrai que si on veut pas perdre tout le monde, mais vous êtes toujours là, fidèle. Une autre question, un grand lac peut-il être déclassé en petit lac au fil du temps? Oui, Eh si. ben oui, ben oui, oui. Enfin bon, j'ai pas parlé beaucoup de la mer d'Aral. Je suis jamais allé, hein, la mer d'Aral, j'aurais aimé, hein. Mais la mer d'Aral, elle faisait 40 000 kilomètres carrés. Elle en fait plus que 8 000, hein. Parce qu'on a détourné le principal fleuve qui l'alimentait pour irriguer des cultures à l'époque stalinienne. Voilà. Où on ne se laissait pas embêter par la nature, hein. C'était un peu ça l'idée, hein. On ne voulait pas se laisser embêter par la nature. On avait envie de faire pousser du coton. On avait besoin de faire pousser du coton. Donc on a détourné l'eau, mais du coup, la mer d'Aral, comme elle s'évapore énormément, ben, elle a diminué de volume, diminué. Enfin, il y a des photos satellites qui sont complètement incroyables, hein, là-dessus. Et le lac Tchad, alors là, c'est pas une question d'irrigation, c'est juste une question de changement climatique. C'est pareil, hein, il est passé en gros dans les années 60 de 25 000 km² à 8 000 km². Encore un petit effort, puis on finira par le déclasser, hein. Mais je pense que le vrai problème, c'est pas d'être classé ou déclassé, c'est la perte d'utilité que ça représente pour les populations qui sont autour. Bien sûr. Voilà. Là, dans la même idée, est-ce que la baie d'Hudson est un lac? Est-ce que la baie d'Hudson est un lac? Je ne sais pas. Peut-elle être considérée comme? Mhm. Il y a une réflexion, remarque de Guillaume qui travaille au Burundi sur le lac Tanganyika. Et Mhm. là, il parle de la problématique géopolitique que représente un lac. Tu en as un petit peu parlé avec le lac Victoria. Euh, Peut-être si tu veux en dire un petit peu plus et peut-être ce lien avec le Léman sur cet aspect géopolitique, la gestion d'une eau transfrontalière.
Moi, la question du lac Victoria, je ne suis pas informé, j'ai lu des rapports, et je peux pas, j'ai pas un point de vue vrai. Puis alors la géopolitique, c'est quelque chose que je connais pas, quoi. C'est un domaine que je connais pas. Donc, je sais qu'il y a des tensions politiques autour dans ces coins, mais il y a un certain nombre de lacs africains où ils ont commencé à essayer de voir dans quelle mesure ils pourraient créer des espèces de commissions de gestion mixtes entre pays, si j'ai bien lu les rapports que j'ai lus. Un peu comme ça s'est fait Mais aussi euh, justement avec la création de la CIPEL dans les années 60. oui, nous, je pense on a un exemple on peut dire sans vouloir trop être, tout en restant modeste, qu'on a quand même réussi à créer une structure, aux États-Unis, entre Canada et USA, c'est pareil. On a créé une structure de gestion commune et c'est un peu exemplaire. Il y a quand même pas mal d'endroits sur la planète où l'eau est à l'origine de conflits éventuellement assez violents, hein. Donc, voilà. Nous, on gère notre lac depuis quand même déjà longtemps et c'est quand même un peu une manière, on peut mettre en exemple la gouvernance qui a été mise en place. Euh, alors, on a une question. Est-ce que le lac se rebouche? Alors moi j'avais entendu que le lac se rebouchait d'environ 1 millimètre par année. Enfin, c'est voilà, les sédiments qui viennent combler le lac. C'est à peu près 1 millimètre par année. Je me suis dit que du coup, il reste à peu près 300 000 ans avant qu'il se rebouche. Ouais. Mhm. Je pense qu'il va se passer beaucoup de choses. J'ai entendu la même chose que toi et voilà. Mhm. Bon, ben, on verra hein, quand il restera plus qu'un mètre d'eau ou quelques mètres d'eau. On a encore un peu de marge. Je crois que d'ici là, on a d'autres problèmes à traiter Tout à fait, comme la que moule. celui-là. Euh, La moule quagga, oui. juste- Alors ça c'est quand on n'a pas pu parler de ces invasives, hein. On connaît les problèmes des poissons invasifs qui ont posé des problèmes et déséquilibré des lacs, hein. Le jumeau du Léman, le lac de Constance, a vu revenir des efflorescences de cyanobactéries, si mes souvenirs sont exacts à nouveau, parce que ça date un peu aussi. Et au départ, il semblerait que ça puisse être dû à un changement de comportement et donc de capacité de régulation de la filtration de l'eau dû à un poisson. Voilà. Donc, il faut pas croire que c'est. On a l'impression enfin, beaucoup de gens, je dirais, quand on n'a pas l'habitude de ces effets en cascade dans les écosystèmes, on, Dieu, qu'est-ce que c'est qu'une petite moule en plus? Bon, d'accord, c'est pas très beau, je sais pas, ça coupe les pieds éventuellement. On a de la chance, elle coupe pas trop les nôtres. Mais en réalité, on peut très bien imaginer que la moule, elle fait compétition à un moment clé avec un poisson et que du coup, le poisson exerçant plus son rôle de contrôle sur le zooplancton, eh bien, il y a une explosion algale. Et du coup, on a un lac propre, mais des explosions algales parce qu'il est dérégulé au point de vue de l'écosystème. On a eu une habitude d'avoir dans les années 80 et de lutter. On a fait le plus possible à l'ASL. Je pense qu'on peut être assez content de l'action qui a été menée à cette époque-là contre des grosses pollutions. Maintenant, la difficulté, c'est qu'on a une multitude de petits stress. Et finalement, ça peut aboutir aux mêmes symptômes. Mais ce n'est plus la même équation. Et je pense qu'il faut. Et en même temps, cette équation, elle est plus difficile à saisir parce qu'il n'y a pas un gros truc, mais il y a plein de petits trucs qui en eux-mêmes, chacun, et c'est pas grand-chose. Voilà. Je pense qu'on pourrait faire une analogie médicale sans trop de difficulté euh, pour, euh, pour étayer cette manière de voir les choses. Donc, il faut se méfier des espèces invasives. Ça a l'air de rien, mais on ne peut pas savoir quelles vont être les conséquences. C'est ça. Bah, merci beaucoup, Jean-Marcel. Toujours beaucoup d'informations sur notre site qui devrait avoir une petite cure de jouvence tout prochainement. Donc, on vous invite à le parcourir. Il y a beaucoup d'informations. Finalement, vous le savez, si on a la chance de pouvoir vous proposer ces formats,
gratuitement. C'est grâce au soutien de nos membres, de nos donateurs. Donc, si vous ne faites pas encore partie de l'ASL, des membres de l'ASL, je vous encourage à nous soutenir. On en a besoin. On reste toujours à votre disposition. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, à nous envoyer un coup de téléphone. On se fait toujours un plaisir d'y répondre. On est là pour ça. Donc, n'hésitez pas. Je vous remercie infiniment d'avoir été si nombreux ce soir.